Merci à vous d'être là aujourd'hui. Effectivement, je vais vous parler d'un sujet pas très glamour, la paye, et de comment est-ce que chez Payfit, on a utilisé les LLM pour un peu accélérer et automatiser une partie de nos processus autour de la gestion de la paye et de la construction de l'application Payfit. Ah, déjà, j'ai plus de télécommande. Forcément, c'est l'effet démo. On va retenter. Voilà, excusez-moi. Du coup, vous avez eu le temps de lire les chiffres comme ça. Donc, Payfit, comme vous le connaissez peut-être, c'est une solution SaaS de gestion de la paye et des ressources humaines, donc plutôt à destination des TPE, des PME. On sert un peu plus de 20 000 clients dans 3 pays, en France, au Royaume-Uni et en Espagne, et on génère plus de 250 000 bulletins de paie par mois. Et une petite spécificité de Payfit, c'est qu'on est propulsé par Jetlang, c'est notre langage interne, un DSL, un Domain Specific Language, qui a évolué au fil des années, parce que ça a été construit en même temps que Payfit en 2016, et Jetlang a évolué en une plateforme low-code, donc qui permet à 30 product builders sur ces 3 pays d'encoder les règles de paye, mais aussi de construire une partie des interfaces de l'application Payfit. On en reparlera, c'est important de garder ça en tête, parce qu'on en reparlera en fin de présentation. Mais avant de commencer, j'aimerais, pour chauffer un peu la salle, vous faire un petit quiz, parce que comme on le disait, la paye, c'est pas super sexy, mais il y a quand même des chiffres intéressants. Alors, à votre avis, combien il y a de lignes sur votre fiche de paye en moyenne? Je ne sais pas si vous la regardez déjà. Je sais que moi, même si j'en vois tous les jours, la mienne, je ne la regarde pas tout le temps. Est-ce que vous avez des idées à peu près? Un ordre de grandeur? 30, 40? La moyenne, c'est 25. Depuis 2018, il y a eu une réforme pour simplifier la fiche de paye. Avant, on était plutôt autour de 40, 50. Maintenant, il y a beaucoup de lignes qui sont regroupées. Et ça, c'est une moyenne, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de conventions collectives en France. Et du coup, c'est ma deuxième question. Est-ce que vous savez combien il y a de conventions collectives nationales? 300? Qui dit plus, qui dit moins? J'ai pas entendu, pardon. 450. Edouard, tu devrais savoir, tu es chez Payfit. Mais en fait, non, on n'a que 220 conventions collectives officiellement depuis le choc des simplifications. Alors la vérité, c'est qu'il y a environ encore 1 millier d'identifiants de conventions collectives différents, mais on en a 220 nationales. Il y en a certaines, la métallurgie par exemple, représente 76 conventions collectives régionales ou départementales en fonction des regroupements. Il y en a des très spécifiques. Il y a la convention collective de la boyauderie par exemple, qui est spécialisée dans les entreprises qui gèrent les boyaux qu'on met autour des saucisses. Il y a aussi la convention collective des pâtes alimentaires et du couscous non préparé. Voilà, c'est des petites anecdotes qu'on garde en tête quand on est chez Payfit. Et puis on apprend aussi que certaines conventions collectives d'entreprises sont parmi ces 1000 conventions collectives. Alors nous, on ne les gère pas parce que c'est pour une entreprise particulière, mais historiquement, il y a des boîtes qui ont leur propre convention collective et donc qui sont un peu très spécifiques. Et petite dernière question sur ces chiffres. À votre avis, combien il y a de paramètres de paye par convention collective nationale? Donc un paramètre de paye, ça va être par exemple le salaire minimum conventionnel, qui peut être mieux disant que le SMIC. Ça peut être la durée de congé en cas de... Alors c'est pas très drôle, mais j'allais dire en cas de décès, mais ça peut être aussi en cas de mariage. Enfin, toutes ces durées-là, elles peuvent être un peu différentes en fonction de votre convention collective. Est-ce que vous avez une idée à peu près du nombre de paramètres en moyenne? 10 000. Alors 10 000, c'est un bon chiffre, mais c'est le total, plus sur toutes les CCN. On est à peu près à 50 paramètres par convention collective. Donc on arrive à 11 000 paramètres fixes. Mais là, on parle vraiment que des paramètres fixes. Je ne vous parle pas des formules de calcul, parce que bien sûr, par-dessus ça, on va rajouter à peu près encore 10 000 formules de calcul. Et donc, ça vous donne un peu une idée de la complexité de gérer cette paye. Et si on prend un paramètre en particulier, le salaire minimum conventionnel, je vous en parlais. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous, comme moi, sont sur Syntec, mais à main levée, peut-être, est-ce que vous savez sur quelle convention collective vous êtes? Il y a quand même pas mal de Syntec, parce que je sais que à Lille, il y a pas mal de boîtes de l'industrie aussi, donc c'est d'autres conventions collectives, mais sur Syntec, il y a un certain nombre de salaires minimum conventionnels. Il y en a 8 pour les statuts ETAM, donc employés, techniciens, agents de maîtrise, et il y en a 9 de plus pour les ingénieurs et cadres. Donc ça veut dire qu'au total, le seul paramètre de salaire minimum conventionnel, donc qui est le salaire minimum pour un employé dans cette convention collective, en fonction de son statut, ce seul paramètre-là, il peut prendre 17 valeurs différentes aujourd'hui.
Chez Payfit, on a une équipe conformité, une équipe compliance, qui lit des textes comme ça. Donc ça, c'est Légifrance, un site qu'on connaît bien. Et puis, ils regardent un peu ce type de tableau, et en fait, leur boulot, historiquement, c'était en partie, bien sûr, de copier-coller les informations de ces tableaux-là dans le logiciel, enfin dans notre logiciel, donc dans Jetlang, pour ensuite servir nos clients. Donc on peut avoir bien sûr plein de types de présentations d'informations différentes. On peut avoir du PDF, du HTML, avec des tableaux dans plein de formats différents. Et donc, historiquement, on le faisait en copier-coller. C'était un peu difficile, même voire impossible, de créer un parseur standard pour tous ces tableaux, parce que c'est jamais, il n'y a aucun accord qui a le même format. Donc, prévoir à l'avance ce qu'on va y trouver, c'est un peu compliqué. Et en fait, c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on a utilisé les LLM pour automatiser ce process très manuel qui était de prendre ces textes de loi et ensuite de les verser dans notre logiciel Jetlang. Et donc, comment est-ce qu'en fait on va passer de données non structurées, un texte de loi, vers de la donnée structurée du JSON. Pour vous raconter cette histoire, je vais vous raconter en fait l'approche qu'on a prise, qui était très itérative, qui a commencé il y a 2 ans. Donc, comment est-ce qu'on est parti du simple prompt qu'on a testé pour extraire ces données et qu'ensuite on a robustifié un petit peu ce processus, cette pipeline d'ingestion, pour en sortie avoir des données structurées qui respectent nos règles métiers et permettent quand même d'avoir un humain dans la boucle qui va valider les règles de les valeurs, donc l'équipe conformité qui va valider ces valeurs-là, mais avec un minimum d'interaction pour qu'ils puissent faire des tâches un peu plus, avec un peu plus de valeur ajoutée que juste faire du copier-coller. On va commencer par le 101, pardon. Le début, c'est comment est-ce qu'on structure un prompt. J'imagine que tout le monde dans la salle sait ce que c'est un prompt, donc je vais juste reprendre les grandes bases de comment est-ce qu'on structure un prompt quand on l'utilise dans un système programmatique, donc quand on va faire un appel à un provider de LLM via API. Donc généralement, on peut passer un système prompt et un user prompt. Le système prompt, on va avoir le même pour cette tâche donnée qui est la tâche d'extraction de données à partir des accords. Il va être systématiquement le même, et le user prompt, c'est celui qui va être variable. Donc le système prompt, c'est celui, si vous utilisez ChatGPT, Claude Code, ou peu importe les outils LLM que vous utilisez, c'est celui qui est caché, sur lequel on n'a pas forcément la main, c'est celui que les fournisseurs hardcode généralement chez eux. Donc nous, on a la main quand on fait une API justement là-dessus pour avoir les mêmes instructions, et le user prompt, c'est la partie variable. Et ce qui est intéressant, ce qui est important à garder en tête, c'est que le fait de structurer comme ça et de vraiment réfléchir à son système prompt et de garder les choses communes ensemble, ça a déjà un impact plus tard sur les appels LLM, parce qu'en fait, dans la plupart des providers, ça va permettre d'être mis en cache et donc de gagner si vous faites plusieurs appels dans un temps défini sur la même API, vous allez gagner grâce à la mise en cache, notamment en termes de coût. Certains providers, c'est jusqu'à moins 90% le coût du token quand il est mis en cache. Donc ça peut être assez intéressant si vous répétez souvent la même tâche. Donc un exemple ici de prompt, juste pour illustrer sur notre cas ici. Donc on décrit ici en anglais, vous voyez, on utilise des balises XML. Alors je ne sais pas si on voit, vous voyez en haut là, mais les balises XML, c'est un peu parce qu'on est encore sur des vieux modèles anthropiques. On en reparlera tout à l'heure parce que j'ai comparé les résultats. Et à l'époque, Anthropic préconisait d'utiliser du XML. Maintenant, c'est plus nécessaire pour avoir des bons résultats. Donc on va avoir le qui suis-je, le schéma cible. Donc là, ici, j'ai mis 2 exemples en TypeScript. Bien sûr, notre vrai prompt, il est beaucoup plus long parce qu'on a beaucoup plus de cas différents. Et ensuite, les règles métiers. Donc on va mettre les règles métiers ici et garder ça en tête, parce que c'est ça qui est important pour la suite aussi, c'est qu'on va avoir toutes ces règles-là dans le prompt initial. Donc les règles que l'on veut que le LLM respecte. Donc autour de, par exemple, les différents types qui peuvent exister de SMC, donc de salaire minimum conventionnel. Et puis un certain nombre de points d'attention pour le LLM, lui demander de prioriser les forfaits mensuels au-dessus des forfaits, par exemple, annuels ou parfois des taux horaires, et des exemples, bien sûr, pour guider le LLM. Donc, encore une fois, j'imagine que ça, la plupart d'entre vous l'ont déjà vu sur les méthodos de prompt engineering. Donc ça, c'est toute la partie système prompt, et ensuite sur la partie... donc on termine par demander au LLM, bien sûr, de fournir du JSON, et ensuite vous avez la partie user prompt, où là vous avez la partie variable, et même dans la partie user prompt, vous pouvez remarquer qu'en fait,
on va mettre d'abord les informations de la convention collective, donc son nom, son titre, les niveaux de classif existants en premier, et on va mettre ensuite la partie vraiment variable qui est le texte de l'accord à la toute fin, parce que si on fait le même appel pour la même convention collective mais sur différents textes, et ben cette partie-là, en fait, elle va pouvoir être mise en cache également. Donc ça, c'est pour la partie prompt. Vous imaginez que vous envoyez ça à un LLM, bon, un coup sur deux, vous allez voir exactement du JSON, et un coup sur deux, vous allez avoir une petite phrase qui vous dit bah, voici le JSON que vous avez demandé, et blablabla. Donc bah, pour parser ça, c'est un peu galère, faut nettoyer un peu. Donc heureusement, les providers de LLM nous ont fourni des paramètres qui permettent de forcer la sortie des appels API en JSON. Et parfois même, dans la majorité des cas d'ailleurs, d'ajouter une couche de validation par schéma, donc soit du JSON schema, soit via une librairie comme Pydantic ou Zod, donc Pydantic pour Python, Zod en TypeScript, qui permettent d'ajouter cette couche de validation avec des schémas un peu plus structurés. L'inconvénient, c'est qu'il y a autant de formats d'appel API qu'il y a de fournisseurs. Donc là, je vous en ai mis 4 à chaque fois pour avoir du JSON valide et le schéma strict. Donc vous allez me dire, bah, c'est chouette, maintenant il y a des SDK qui permettent d'abstraire un peu ce genre de choses, et comme ça je peux choisir mon fournisseur. Mais le problème de ces SDK, souvent, c'est qu'ils laguent un petit peu derrière les API, donc ils n'ont pas forcément exactement les bons paramètres. Donc pour avoir du JSON, être sûr d'avoir du JSON en sortie, il faut hacker un petit peu l'API en créant des outils ou des choses comme ça. Et l'autre inconvénient, c'est qu'en fonction des fournisseurs, toutes les features des schémas que je vous ai montrés ne vont pas forcément être prises en compte. Certains fournisseurs, il faut savoir, c'est qu'au lieu d'appliquer le JSON schema strict, en fait, ils le transforment en prompt eux-mêmes pour le LLM, juste pour guider le LLM. Donc en fait, c'est même pas vérifié. Certains autres vont, par exemple, ignorer le min-max, des choses comme ça. Enfin, donc voilà, on envoie tout ça, on prie, et puis en sortie, on a quand même relativement souvent du JSON, du vrai JSON. Par contre, derrière, est-ce que ça respecte votre schéma ou pas? C'est pas toujours le cas. Donc c'est là où nous on est arrivé en fait avec ce type d'erreur, et puis en plus on avait des erreurs métiers, c'est-à-dire qu'on avait beau mettre toutes les informations possibles dans le prompt, parfois le LLM il nous renvoyait pas exactement le bon niveau de classification dans le tableau. Donc là, d'ailleurs ça a été un peu coupé là, mais on recevait employé au lieu d'avoir employé agent de maîtrise en niveau 1. Et parfois on demandait au LLM même si dans l'instruction, on lui demandait de dupliquer parce qu'il y a des conventions collectives qui expriment juste le dernier niveau. Donc par exemple, ici, 210, ça vaut 1820 € de salaire minimum. Et c'est la même chose dupliqué pour les employés et pour les cadres. Et en fait, derrière, le LLM, lui, ne le faisait que pour les employés, alors qu'on lui avait demandé de le faire. Alors bien sûr, c'est des choses au cas par cas qu'on peut répondre de manière programmatique. Mais nous, ce qu'on voulait faire, c'est que avoir déjà une pipeline où en sortie du LLM, on a un maximum d'informations justes pour justement limiter le temps à passer derrière par nos équipes compliance pour corriger tout ça. Donc on a mis en place une feedback loop, une boucle de rétroaction en français, pour un peu aider le LLM à s'auto-corriger. Et cette boucle, elle se base sur le fait que le JSON, en fait, c'est un langage. Donc comme tout langage, on peut le valider syntaxiquement et sémantiquement. La syntaxe du JSON, c'est sa structure. C'est celle que l'on vient de voir, que vous connaissez tous, je pense. Et la sémantique, c'est à la fois la sémantique statique, donc vérifier qu'on est conforme au schéma, qu'on a les bons types, qu'on a les champs requis qui sont bien là, et que les champs optionnels, s'ils existent, ont les types pour lesquels on les attend. Et les énumérations, on a les bonnes valeurs d'énumération possibles, par exemple. Et le troisième niveau de validation, c'est la partie sémantique dynamique. Donc là, c'est vraiment les règles métiers. Donc vérifier, par exemple, que nos niveaux de classification, elles sont bien entre 1 et 6, parce qu'en France, on sait qu'on a maximum 6 niveaux de classification dans les conventions collectives. Vérifier qu'on a les bons formats, qu'entre les champs, il y a de la cohérence. Donc typiquement, là, toutes les validations que je vous ai montrées, où on n'avait pas les bons niveaux de classification par rapport à ce qu'on voulait, nous, en base de données, on peut le vérifier à ce niveau-là. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que là, de manière programmatique, donc je vous parle vraiment d'un process codé, je vais vous montrer le code juste après d'ailleurs, de manière programmatique, on va appliquer ces 3 niveaux de validation sur la sortie du LLM. Donc on fait un JSON parse, même si, comme je vous le disais, la plupart du temps, on a du JSON.
mais ça arrive encore que des fois sur certains providers, que je ne citerai pas, on a encore la petite phrase qui dit voici le JSON que vous avez demandé. On applique la validation de schéma avec Zod chez nous, qui nous permet de valider toutes ces informations. Et enfin, on va avoir la validation des règles métiers. Et à chaque étape, en fait, on va avoir cette boucle de feedback au LLM. Donc s'il y a une des étapes qui ne fonctionne pas, qui plante, on va demander au LLM de se corriger pour avoir de la donnée propre. En termes de code, donc voilà, ça c'est pareil, c'est une version simplifiée de ce qui existe chez nous pour que ce soit lisible, mais en gros, la première chose qu'on va faire, c'est prompter le LLM. Donc on va appeler le LLM avec le système prompt, et on va créer le premier message qu'on lui envoie avec le role user, parce qu'en fait, quand on interagit avec une API, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais il faut envoyer un tableau de messages. Donc à chaque fois, on répète. En fait, c'est du stateless souvent, donc on renvoie les mêmes messages. Donc il faut garder en mémoire les réponses du LLM pour lui renvoyer ensuite toute la conversation, si on veut vraiment avoir une conversation. Donc là, on va avoir le prompt initial et le schéma Zod. Et ensuite, dans cette fonction-là, on va avoir une boucle ici de retry où on va récupérer d'abord la réponse ici du LLM. Et en fonction de ça, on va faire un JSON parse. Si ça ne parse pas, on rentre ici dans l'erreur. Et on va, comme je vous le disais, on va rajouter des messages dans la liste des messages. Donc on rappelle la réponse de l'assistant et on rajoute un message de notre part disant attention, ton JSON est invalide, est-ce que tu peux le corriger? Et on repart dans la boucle, et de la même manière avec la partie de parsing du schéma, donc validation sémantique statique. On va vérifier que le JSON correspond à notre schéma, et si ce n'est pas le cas, on va lui ajouter des messages. Donc ça, c'est une boucle qu'on fait pour les 2 premières étapes de validation systématiquement. Et ensuite, derrière, on va avoir la validation qu'on appelait sémantique dynamique, donc les règles métiers vraiment pures à ce sujet-là, propres à ce sujet-là, pardon. Et donc, on va aller chercher les données en base de données, et là, on va appliquer, là j'en ai mis 2 par exemple, 2 règles. Donc la première, c'est vérifier si dans la réponse du LLM, il y a des niveaux de classification qui sont inconnus. Donc c'était le premier exemple que je donnais. Et à l'inverse, il y a des niveaux de classification qui sont manquants. Et si on a un de ces 2 cas, en fait, on va aller rajouter des messages au LLM. Donc typiquement, là, le message, ça va être, dans le cas où on en a un manquant, ça va être de lui dire, voilà les niveaux de classif que tu m'as donnés, voilà ceux qui existent, éventuellement on lui met voilà ceux qui manquent, est-ce que tu peux t'assurer que tu n'en as pas oublié? Et on lui rappelle qu'il faut répondre en JSON, mais comme vous l'avez vu, en fait, on utilise derrière encore le prompt and validate en JSON, donc ça permet de vérifier que l'output est vraiment en JSON. Et donc la particularité de nous sur cette boucle-là, par exemple, c'est que quoi qu'il arrive, en fait, on ne va pas envoyer d'erreur, lever d'erreur si jamais les validations métiers ici ne fonctionnent pas. On va retourner les opérations, parce que potentiellement, les niveaux de classif qui sont manquants, en fait, peut-être que dans le texte, on ne couvrait pas toute la convention collective. Peut-être qu'on couvrait que les cadres. Et dans ce cas-là, en fait, c'est normal qu'il y ait un update, une mise à jour des informations que pour les cadres. Donc c'est non bloquant. Et puis dans d'autres cas, il y a vraiment des erreurs, mais on sait que derrière, en amont, c'est des erreurs qui sont récupérables par l'équipe compliance, donc dans une interface qu'on a développée, et donc ils vont les modifier à la main. Donc pour résumer en pratique cette boucle de feedback, 3 niveaux de validation, du moins coûteux au plus coûteux en temps, donc le parsing de schéma et la partie validation métier, où là vous allez vous connecter potentiellement à des API, à une DB, peut-être à un autre LLM, si ça fait du sens dans votre cas particulier. Les petites validations, peut-être une particularité, c'est que moi, c'est quelque chose, là, j'ai structuré en validation, en sémantique statique et dynamique, mais en réalité, les règles métiers, on les encode certaines directement dans le schéma Zod, parce qu'en fait, Zod est a pas mal de features de validation. Donc ça permet justement dans la deuxième étape d'avoir tout de suite des feedbacks très rapidement sur typiquement le nombre de niveaux, sur le fait qu'un nombre devrait être positif, toutes ces autres choses-là. Donc on a quand même des validations métiers qui sont faites à ce niveau-là. Et puis en dernier, les règles métiers un peu plus complexes. Donc là, normalement, en théorie, vous avez implémenté cette boucle. Vous avez en sortie de la donnée qui est
qui est valide d'un point de vue métier et que vous pouvez ensuite fournir à vos collaborateurs, enfin, en l'occurrence chez nous l'équipe conformité, pour vérifier que c'est juste. Nous, pour nous en assurer, on a mis en place un process d'évaluation, parce que le fait que les LLM ne soient pas déterministes, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tester leur sortie. Et donc on voulait un peu se rassurer, notamment se rassurer sur les différentes itérations qu'on a pu implémenter. Donc rapidement, je ne vais pas vous faire un cours sur les évals, un talk sur les évals en tout cas, sur les évals des sorties de LLM, mais en gros il y a deux familles d'évaluation. Il y a les scorers où on va faire une mesure de l'output avec un calcul déterministe, donc une fonction, vous lui mettez l'output en entrée et elle vous donne un score. Et puis il y a les LLM as a judge, où là vous allez donner l'output de votre premier LLM à un deuxième LLM avec un autre prompt, et c'est lui qui va fournir un score selon ce que vous lui demandez. Donc par exemple, vous pouvez demander à un LLM de noter est-ce que la réponse du premier est dans un ton enjoué ou insultant, ou pour vérifier que en fait, quand vous créez un chatbot, votre LLM il n'est pas en train d'essayer d'insulter votre utilisateur. Ou par exemple, si vous avez des réponses en langage naturel, vous voulez vérifier que dans le langage naturel, il y a la réponse attendue, ce qui n'est pas possible généralement. Enfin, si on peut le faire avec des scores à base d'expressions régulières, mais ce n'est pas forcément systématiquement facile à faire. Dans notre cas, nous, on utilise un scorer. L'avantage des évals, de manière générale, c'est que ça vous permet de détecter à la fois les améliorations, que ce soit au niveau du prompt, mais aussi des validateurs, ou les régressions. Donc c'est quand même plutôt pratique. Ça vous permet aussi de comparer, ça c'est un point qu'on oublie assez souvent, mais ça vous permet de comparer les différents modèles et fournisseurs potentiellement. Donc de trouver jusqu'à quel modèle en fait vous continuez à avoir des bonnes réponses, ou en tout cas un taux de réponse satisfaisant par rapport à ce que vous avez décidé. Donc ça vous permet de choisir, en fait, de faire un équilibre, trouver le bon équilibre entre le temps de réponse. Alors dans notre cas, nous, le temps de réponse, ce n'est pas une question parce que c'est un process qui tourne le matin à la publication du journal officiel, mais ça peut être le cas dans votre système, et la qualité et le coût. Et enfin, le fait d'avoir cette approche un peu drivée par l'évaluation, ça vous force à construire un dataset. Et donc, ça vous permet aussi d'utiliser ce dataset pour développer le LLM. Et je vous montrerai juste après comment nous on l'utilise, notamment pour débugger parfois avec le LLM. Donc, dans notre cas, le scorer, il est très simple. On prend l'output du LLM, on prend notre dataset existant qui est en fait l'information en base de données, et on compare les deux ligne par ligne, on vérifie qu'on retrouve bien les mêmes niveaux de classification, avec à chaque fois la bonne date d'applicabilité et le bon type de SMC, donc de salaire minimum conventionnel, avec la bonne valeur. Et si c'est le cas, on est au vert. Dans certains cas, on considère qu'on a une validité partielle, donc ça veut dire qu'on peut la récupérer avec un être humain. Puis dans certains cas, on a des critères qui disent que c'est pas valide. En termes de données d'évaluation, ça c'est les résultats du benchmark. Sur notre dataset, on a 107 évaluations, donc 107 conventions collectives, avec au minimum un texte d'accord, sur lesquels on a fait tourner ce benchmark. Donc vous voyez que à chaque fois quand j'écris 100 validations, c'est 100 la partie validation métier. Donc on a juste la partie validation syntaxique et sémantique statique, parce qu'elle est nécessaire pour pouvoir calculer un score, parce que sinon on n'a pas du JSON valide, donc on ne peut même pas calculer un score. Et donc dans le premier cas, on a, avec Sonnet 4.5, qui est historiquement le modèle qu'on utilise sur ce process-là, puisqu'on a commencé il y a 2 ans, on a 73% sans les validations, et on passe direct à 82%, voire quasiment 95% avec les cas rattrapables avec validation, en activant une fenêtre de reasoning, donc de 16 000 tokens, parce qu'à l'époque de Sonnet 4.5, il fallait donner parmi les tokens d'output, donner un budget de reasoning. Ce n'est plus le cas sur les modèles suivants. Vous voyez, on utilise le thinking high à chaque fois, en tout cas pour ce benchmark-là. Et donc on a une régression sur Sonnet 4.6, et sur Opus 4.7, en fait, on se rend compte qu'on n'a plus trop de différence. On a un tout petit gain avec la validation,
mais on se rend compte qu'on est quand même très bon par rapport au modèle d'avant. Donc après, derrière ce type de benchmark, ça vous permet, comme je le disais, d'avoir un peu aussi des réflexions sur le coût, parce qu'on sait que Opus 4.7 est un peu plus cher que Sonnet 4.5. Mais ça vous permet aussi, à l'inverse, le jour où Sonnet 4.5 sera déprécié, déjà de préparer la suite et savoir sur quel modèle vous allez pouvoir migrer. Je vous parlais de coûts, par exemple. Chez Payfit, on utilise Langfuse. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Langfuse, peut-être à main levée. Ouais, quand même quelques-uns. Donc Langfuse, c'est un peu le Datadog pour les LLM. Enfin, il y en a aussi ce matin, je voyais, on parlait sur Google Cloud, il y a aussi un outil interne qui permet de le faire. Donc en fait, tout le monde le fait, j'imagine, mais donc Langfuse, ça vous permet de récolter les traces d'appels LLM à travers tous vos projets. Donc là, par exemple, j'ai mis un exemple d'un cas où il y a eu pas mal d'itérations et d'erreurs. Donc vous avez ce type d'interface, là vous allez pouvoir voir à la fois la trace, mais aussi le coût, enfin le temps total et le nombre de tokens, et donc du coup le coût de vos appels. Donc ça vous permet aussi de comparer à modèles différents, en fait, à requêtes équivalentes mais avec un différent modèle, quel est l'impact en termes de coût. Et parfois, en fait, on se rend compte que même sur Opus 4.7, c'est pas plus cher parce qu'il y a tellement peu de tokens en sortie que c'est pas l'impact il est très minime, quoi. Donc ça permet potentiellement de se rassurer sur le futur et sur le fait qu'on ne va pas forcément payer plus cher plus tard. L'avantage de ce type d'outil, c'est que ça vous permet d'identifier les échecs, donc, comme n'importe quel outil d'observabilité, hein. Et donc ensuite derrière d'étudier un peu votre système pour voir où est-ce que vous passez du temps, mesurer l'impact du changement. Des outils comme Langfuse, vous pouvez aussi faire du prompt management, donc vous n'êtes pas obligé d'hard-coder votre prompt dans votre code base, vous pouvez l'avoir déployé sur Langfuse par exemple, et laisser des utilisateurs métiers changer le prompt eux-mêmes, et ensuite évaluer l'impact directement dans l'outil. Parce qu'il y a des outils tout ce que je vous ai montré en termes de benchmark, on peut aussi le faire sur Langfuse. Alors nous, historiquement, on le fait hors de Langfuse, mais on pourrait le faire aussi sur Langfuse. Et enfin, je regarde, il me reste un quart d'heure, donc je vais vous faire la version short. En termes de debugging, en fait, je vous ai montré tout à l'heure dans le code, on garde aussi, en plus d'avoir la liste des opérations qui sont extraites, on garde la liste des messages. Et en fait, nous, cette liste de messages, on la stocke systématiquement, et ça permet de la rejouer. Donc on s'est créé un petit outil, et ça, si vous développez ce type de process, je trouve que c'est assez intéressant, c'est en fait, tout ce que vous faites sur l'appel API, si vous avez la liste de messages, vous pouvez refaire le même appel API avec la même liste, la même température, enfin les mêmes configurations, et en théorie, enfin, vous n'aurez pas exactement la même réponse, parce que ça reste un système probabiliste, mais ça vous permet ensuite derrière d'ajouter un petit peu, d'ajouter une capacité de chat. C'est ce qu'on a fait nous ici dans un outil en terminal, donc en CLI. Donc on lance l'analyse, donc ça c'est le résultat que je vais voir moi dans ma console. Et là par exemple on voit qu'il y a eu une première passe où il y a eu 38 opérations extraites, et là on dit il y a la passe de validation qui lui dit attention, tu m'en as retourné 38 alors qu'en fait j'en ai 43 actifs pour cette CCN là. Donc on lui demande de revérifier, il en ressort 38, et là je peux passer en mode chat avec cet outil-là et lui dire pourquoi tu m'en as oublié. Enfin moi je peux aller voir ce qui manque, et je peux lui dire pourquoi tu les as oubliés. Et donc là derrière en mode chat, en fait en interactif, le même modèle avec la même configuration et tout l'historique de la conversation va m'expliquer en fait tu m'as mis, alors je sais plus où c'est exactement dans le prompt, mais à un moment il dit tu m'avais mis ça dans les instructions, donc c'est ça qui fait que je t'ai donné cette réponse-là. Donc c'est intéressant derrière pour pouvoir faire évoluer le prompt, de poser la question pourquoi tu m'as donné ce mauvais résultat. Donc ça vous permet ensuite d'affiner le prompt, et on a utilisé beaucoup ça en phase de développement sur les premières versions du prompt pour essayer de comprendre en fait avec pareil ce benchmark systématiquement, essayer de comprendre pourquoi on avait certains résultats où il manquait des informations. Donc ça c'est pareil, c'est aussi faisable avec Langfuse maintenant ou avec des outils similaires. Vous n'êtes pas obligé de le développer en CLI local, même si avec Cloud Code et tout ça, maintenant, c'est assez simple à développer sans forcément y mettre trop d'efforts. Généralement, à ce moment de la présentation, j'ai la question, en tout cas la dernière fois que je l'ai fait, pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait ça avec juste un agent? Parce qu'au final, tout ce que je vous ai montré, c'est
c'est un processus assez déterministe. Nous, on l'a fait en code, mais on pourrait le faire en no-code avec des outils comme Zapier, N8N, Make, des choses comme ça, avec orchestrer des API. Ça existe depuis longtemps. Et on aurait aussi pu le faire avec un agent en lui disant juste bah, voilà ta tâche, et puis débrouille-toi, voilà les outils que tu peux avoir. Et en fait, bah, nous on s'est dit pourquoi pas, parce qu'en fait c'est quand même un process qui est relativement simple, relativement prédéfini, et donc bah, on a juste suivi le fameux principe KISS. Hein, on connaît l'objectif à l'avance, on sait qu'on veut extraire des données structurées d'un texte. Le périmètre est très clair, la tâche elle est bornée, on n'a besoin que d'un prompt pour le faire, on n'a pas besoin de laisser tourner un agent avec plein d'outils pour le faire, même si l'outil de validation, la validation pourrait être un outil. Toutes les étapes de validation, on les a connues. C'est des étapes, que ce soit les étapes d'extraction qui étaient humaines avant, en fait, on sait les faire maintenant de manière programmatique avec les API. Et les étapes de validation, bah, de parsing et de choses comme ça, on peut les faire de manière programmatique, donc il n'y a pas besoin de laisser un LLM vibe coder à chaque fois des outils pour vérifier des règles, comme le font la plupart des systèmes agentiques. Et ça permet aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, de maîtriser le contexte, la taille du contexte, et notamment de tirer avantage des principes de cache des appels API. Donc c'est quand même non négligeable, parce que derrière, vous allez, quand vous renvoyez systématiquement les mêmes listes de messages avec les mêmes systèmes prompts, en fait, vous économisez quand même pas mal en termes de temps et de coût. Néanmoins, ça reste une base intéressante pour vos workflows agentiques, et je vais en reparler juste après, parce que, bah, comme je vous le disais en introduction, chez Payfit, on va un peu au-delà du JSON. On a un langage en interne qui s'appelle Jetlang. Donc, je vous ai mis un tout petit extract de Jetlang, parce que c'est un peu plus large que ça. Mais ça, c'est la manière dont on représente un arbre conditionnel en Jetlang. Je vois que ce n'est pas très lisible, le contraste est assez faible, mais en gros, là, c'est un arbre conditionnel qui vous permet de calculer la l'éligibilité à une prime d'ancienneté dans une convention collective donnée, donc à partir de certaines variables en Jetlang. Donc les variables en Jetlang, ce sont les chiffres un peu bizarres, là, 10.001 par exemple. Donc ça, on a une représentation de cet arbre conditionnel en JSON, mais comme vous le voyez, il y a un langage d'expression qui est utilisé à la fois pour les conditions et pour les outputs, avec des fonctions métiers. Donc bon, là, les fonctions en l'occurrence, c'est des fonctions mathématiques d'arrondi qui sont en français, parce que voilà, historiquement, c'est écrit en français. Mais on en a plein d'autres qui ne sont pas dans cet exemple-là. Et donc nous, on s'est mis à tester ça sur un use case de génération de Jetlang à partir de textes de loi. Donc pareil, on va avoir ce système prompt qui définit le rôle du LLM, avec toute la syntaxe de Jetlang en input, et la partie user prompt qui est la partie variable, avec la spécification ici du texte de loi. Donc le contrat d'apprentissage est exonéré des cotisations salariales pour la part de sa rémunération inférieure ou égale à 50% du SMIC. Donc ça, c'est une version simplifiée. Vous avez vu les textes de Légifrance. Donc c'est une version qui émane de quelqu'un de la conformité chez nous qui a rendu ça lisible. Et ensuite, sur la partie contexte, en fait, on va aller chercher aussi les informations dans Jetlang. On sait quelles sont les variables qui correspondent au SMIC, au type de contrat, au salaire total du salarié. Et donc là, on demande au LLM de nous produire un arbre conditionnel valide pour ce calcul-là. Et donc il va produire ce type de code. Donc là, c'est du JSON. Mais c'est du JSON mélangé avec, comme vous le voyez, avec des nœuds où les strings, c'est des expressions en Jetlang. Donc ce n'est pas un langage que le LLM connaît, on ne lui a pas appris, on n'a pas fait de machine learning, de fine-tuning sur le LLM pour qu'il connaisse Jetlang ou quoi. Mais avec la doc, il a réussi à générer du Jetlang. Et en fait, nous, on peut s'assurer qu'il génère du Jetlang valide. Donc on va faire la même process de parsing et de validation sémantique. Donc le parsing, on va vérifier bien sûr que le JSON est structurellement correct, mais on va aussi vérifier que chaque nœud où on attend du Jetlang, le Jetlang est structurellement correct. Ensuite, on va faire la validation sémantique statique. Donc typiquement, là, il y a la 29291, c'est une énumération, donc on vérifie qu'on est bien dans les 3 valeurs possibles de cette énum. Et enfin, la validation sémantique de l'ensemble, c'est sur Jetlang en l'occurrence, c'est vérifier que les variables ici, elles appartiennent au pool de variables autorisées, notamment.
Donc on va vérifier que le LLM n'a pas halluciné des identifiants de variables, entre autres. Et en fait, ça, générer du Jetlang, bon, si on le met dans un process classique, ça peut être un peu... on a un IDE que les utilisateurs, les product builders chez nous utilisent, donc on pourrait le plugger à l'IDE où il pourrait chatter pour dire génère-moi une variable Jetlang. Mais on peut aussi, du coup, comme je vous le disais, le mettre au centre d'un harnais métier, donc pour les product builders, où là, c'est des agents qui vont être autonomes sur la tâche. Et donc, on va avoir au centre de ce harnais, on va avoir l'outil, le bloc de génération de code Jetlang valide, de la même manière que, je ne connais pas exactement comment sont programmés Claude Code et consorts, mais on peut imaginer qu'ils ont ce type de bloc pour générer du TypeScript, du Python, etc. Et vérifier que ce qui est généré est juste. Et autour de ça, on va avoir d'autres outils. Donc on peut imaginer, alors ça c'est pas quelque chose qu'on fait encore chez Payfit, mais on peut imaginer soit avoir une spécification comme celle-ci qui est faite par un être humain, mais on pourrait imaginer demain qu'elle soit faite avec un LLM, ou en tout cas avec l'aide d'un LLM. Et ensuite, cette spécification, elle peut servir à la fois à la génération de code, mais aussi à la partie context engineering en amont, donc celle où on va aller chercher la liste des variables pertinentes pour cette génération-là, donc pour connaître les dépendances associées à la règle que l'on veut générer. Puis plein d'autres outils qu'on voit apparaître quand on code sur ce type d'outils maintenant, sur Cursor, sur Claude Code, on voit tous les appels, les greps et toutes ces choses-là. En fait, on pourrait aussi les fournir sur Jetlang pour permettre à un product builder d'être plus productif. Et quelque chose aussi qu'on commence à tester, c'est comment générer des cas de tests. Et là, je parle de cas de tests métiers. Donc, dans le cas ici de notre exemple du contrat d'apprentissage et de l'exonération de cotisation salariale, on va pouvoir, par exemple, générer au moins 2 cas, un où le salaire de l'apprenti est en dessous du SMIC, de 50% du SMIC, un où il est au-dessus, et voir à chaque fois quel est le résultat, si on est bien à un pourcentage ou à 0, ou au total, etc. Pour l'exonération. Et donc comme ça permet de rajouter une boucle de plus dans votre harnais. Donc c'est un peu de manière itérative, comme ça on peut construire ce harnais pour un métier spécifique. Et c'est vraiment ça que je voulais montrer ici, c'est de sortir un peu du cadre classique on a un cadre plutôt non classique, on va dire, avec Jetlang et tout ça. Et c'est en fait, dès que vous avez ce type de fichier de configuration, ce type de paramétrisation, en fait, on peut utiliser le LLM pour les créer, tout en mettant en fait ce type de garde-fou. Et c'est un peu moi, ce que j'ai découvert en travaillant sur ce projet chez Payfit, c'est comme beaucoup d'entre vous, j'imagine. En tout cas, moi, je suis développeur. On est plusieurs, on en parlait hier soir, quand on est développeur, à avoir un peu cette peur du LLM, en tout cas au début, sur le côté non déterministe, le fait qu'on ne sait jamais trop ce qui va en sortir, et de ne pas forcément avoir très confiance, a priori, sur la robustesse de l'output. Dans le milieu de la paye, c'est d'autant plus vrai que on ne peut pas trop faire d'erreurs sur ces chiffres-là et sur ces règles-là, parce que ça peut avoir des conséquences pour nos utilisateurs, pour nos clients. Mais avec ce type d'approche, en fait, en utilisant ce type de feedback loop et en utilisant ce type d'approche evaluation driven un petit peu, on arrive à gagner en confiance sur le système et à mettre les bons garde-fous en fait, pour derrière livrer de la valeur pour nos clients et pour les équipes internes. Voilà, je regarde l'heure. Parfait. Il me reste 5 minutes pour si vous avez des questions. Il y a un QR code si vous voulez me partager vos feedbacks. Les slides sont en premier commentaire, je les ai mis juste avant le talk, donc si vous scannez le QR code, vous pouvez aussi retrouver les slides sur mon site perso. Sinon vous allez sur villarenne.fr et vous trouverez la liste de mes talks, notamment celui-ci avec les slides que vous venez de voir. Et voilà. Merci.